y a 3 parties dans ce titre-là qui est très important. C'est comment briser. Et briser, c'est déjà un mot violent, un verbe violent. Le plafond de verre, ça veut dire qu'il y a une muraille. Et l'audiovisuel, d'une 3e partie qui serait, comment dirais-je, un monde inaccessible ou un monde merveilleux. En gros, je me suis dit, est-ce qu'ils attendent de moi le plan de Prison Break? Est-ce qu'ils attendent de moi un plan pour aller dans un endroit où ils jugent qu'ils n'ont pas la place, où ils n'ont pas l'autorisation d'y aller? Moi, la première chose que je veux vous dire à tous ici, c'est que le plafond de verre n'est pas une fatalité. Le plafond de verre, c'est une construction. Et comme dans toute construction, on peut le déconstruire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez quelques clés? Comment vous avez fait pour le déconstruire, Karim Nedjari? Pour déconstruire, en fait, un plafond de verre, il faut croire en soi et il faut croire en son étoile. Moi, je suis né en Picardie. Alors pour vous, si vous ne connaissez pas la Picardie, il y a Paris, il y a un triangle, une droite qui va vers Lille, où il y a l'autoroute et le TGV, et une droite qui va vers Rouen, la Normandie. Dans ce triangle-là, il n'y a rien. Le désert culturel, pas un théâtre, pas un cinéma. Quand le cinéma était là, on avait le film 2 ou 3 mois après Paris. Donc moi, j'étais dans un désert culturel. J'ai regardé un petit peu, vous parliez des banlieues, mais aussi du milieu rural. Moi, je viens d'un père qui est d'origine algérienne, qui ne parlait pas français, ou très mal, qui ne le lisait pas, et d'une mère qui était ouvrière. Les deux étaient ouvrières. Donc au départ, j'ai 0 chance d'arriver où je vais arriver. J'avais une passion qui était le sport. Et grâce au sport, j'ai appris à connaître les capitales, j'ai appris à connaître les histoires des pays et j'ai suivi mon chemin. Donc, j'ai fait mes études en Picardie. Ensuite, je suis allé au lycée à Beauvais, en Picardie, qui est le dernier niveau, puisque généralement, les professeurs qui sont en dépression ou très mauvais, on les met en Picardie ou à Beauvais. Moi, on m'a mis, comme j'avais des bons résultats, on m'a mis dans un lycée qui était le meilleur, le lycée Jeanne Hachette. Quand je suis arrivé en seconde, où j'étais quand même un bon élève, parce que mon père me disait, pour être bien intégré, il faut que tu sois le premier. Il faut que tu dises bonjour, il faut que tu dises au revoir. Tu ne te sers pas le gâteau si jamais on te dit que si on ne t'a pas proposé. Donc il fallait toujours que je sois un exemple. Quand je suis arrivé en seconde, la première chose qu'on m'a demandé, c'est « Karim Nedjari, est-ce que vous parlez français ?» Donc il faut savoir dépasser tous ces murs, voire ces petites humiliations. Quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, je vais aller à Paris. Et là, toutes les personnes m'ont dit, t'as aucune chance. C'est pas pour toi. Moi, quand on me dit, c'est pas pour moi, je me dis, j'y vais. J'y vais. Tu ne connais personne, tu n'y arriveras pas. Donc j'ai fait l'école de sciences politiques et ensuite l'école de journalisme. Quand j'ai fait l'école de sciences politiques, on m'a dit, c'est pour les fils et les fils d'eux. Tu n'y arriveras pas. J'y suis allé. Au début, c'est très impressionnant, parce que vous n'avez pas les codes. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Vous avez l'impression que tout le monde se connaît. C'est comme quand vous arrivez dans une fête. Vous avez l'impression que tout le monde se connaît. Vous avez tous ceux qui ont l'impression qu'ils ont tout lu, tout Balzac et tout Proust. Et que vous êtes le dernier des débiles. Ça aussi, il faut le dépasser. Vous n'avez rien de moins que les autres. Ensuite, quand vous faites les concours de journalisme, on vous dit « Mais qu'est-ce que tu as dans le journalisme? Tout est bouché. » Là aussi, il faut dire « Puisque tout est bouché, je vais y aller. » De toute façon, tout est bouché. Même plombier, même pour tout le reste. Donc autant faire ce que j'ai envie de faire. Une fois, j'ai fait l'école de journalisme, on dit « Tu ne trouveras jamais de boulot. » Alors, je n'ai pas trouvé de boulot au début. Je donnais des cours à des gamins et j'ai commencé comme professeur à l'Institut de la femme secrétaire, qui était une boîte à BTS, où des gens payaient très cher pour que leurs enfants deviennent secrétaires de l'entreprise de papa. Et j'ai accepté autre chose, quelque chose que personne ne voulait faire, c'est-à-dire de devenir journaliste sportif en banlieue parisienne. Donc j'étais payé 90 francs le reportage. Ça me coûtait plus cher d'y aller en RER ou en métro. Mais personne ne voulait y aller. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait Sciences Po et vous avez fait une école de journalisme, on se dit,
je suis à bac+4, je ne suis pas fait pour aller en banlieue parisienne. Donc j'ai écumé tous les stades de région parisienne. Je suis allé à Bondy et j'ai suivi Aubervilliers, j'ai suivi Noisy-le-Sec, Créteil, et tous les soirs, j'allais là-bas pour suivre des matchs, même si je ne gagnais pas d'argent. En fait, je gagnais de l'argent en déclarant des notes de frais, mais je prenais le métro et les RER. Je faisais très attention de ne pas me faire voler mon ordinateur et mon téléphone portable. Mais ça, c'était l'envie. C'est que si vous avez plus envie que les autres, vous faites ce que les autres n'ont pas envie de faire. Ensuite, vous avez le destin qui vous aide. Il faut rencontrer des gens. Il faut être à l'écoute. Et j'ai eu la chance, un jour, de rencontrer un garçon qui s'appelait Claude Anelka, qui jouait à Choisy-le-Roi, qui avait raté sa carrière de footballeur parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour l'envoyer en centre de formation à Rennes. Et avec Claude Anelka, qui aimait bien la musique, il avait une voiture, donc il me ramenait sur Paris. Et on est devenus potes. Et un jour, il me dit, écoute, il y a mon petit frère, qui s'appelle Nicolas Anelka, qui rentre au PSG. Si tu peux l'accueillir, c'est sympa. Et je suis devenu un petit peu le grand frère de Nicolas Anelka. Aux Parisiens, on m'a fait monter petit à petit. Pendant que les autres montaient en ascenseur, moi je montais par l'escalier. Et donc, aux Parisiens, je suis devenu reporter au quotidien du Camp des Loges. Donc j'allais au Camp des Loges et je suivais le PSG tous les jours. Là où les autres suivaient les grandes stars, Rai, Leonardo, Ea, moi je faisais toute la nouvelle génération. Nicolas Anelka, Abriel, Kelban, pour tous ceux qui connaissent. Et Nicolas a grandi, il est parti à Arsenal, je l'ai suivi, j'ai continué il m'a fait rencontrer des copains à lui qui s'appelaient Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet, et c'est comme ça que j'ai fait mon carnet d'adresses. Mais tout en gardant toujours mes amis de la banlieue parisienne. Parce que dans les amis de la banlieue parisienne, il y avait des informateurs. Les informateurs, c'était des gens, peut-être que vous avez déjà entendu en banlieue, parce qu'il est éminemment connu, Boula. Un dénommé Boula qui est au courant de tout. Et en fait, j'ai créé une nouvelle manière de faire du journalisme. Comme les journalistes de faits divers ont leurs informateurs, moi j'avais des informateurs dans le milieu du foot. Et ensuite, j'ai commencé à découvrir l'équipe de France. Et quand je suis arrivé en équipe de France, j'avais le même âge que toute une nouvelle génération de gamins de banlieue parisienne ou de banlieue de Marseille qui n'avaient jamais eu leur chance en équipe de France. Donc on s'est retrouvés entre nous. Je vais vous dire des choses parce que j'ai confiance en vous. La première fois que je suis arrivé, un vieux de la vieille m'a dit « Tiens, toi, Karim Nedjari, tu vas aller t'occuper des Noirs et des Arabes. » C'est pas grave. Faut pas se vexer. J'y suis allé. Les Noirs et les Arabes s'appelaient Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Marcel Desailly, et après il y avait des Basques, donc, mais c'était pas grave, Lizarazu. Donc je suis allé les voir et on a créé une relation. Mais toujours dans une relation journaliste-joueur. Je me suis jamais pris pour eux. Il faut jamais se prendre pour eux. Donc je les ai suivis, ils sont devenus champions du monde, ils ont eu des enfants, on a eu des enfants, moi de mon côté, on avait des choses à se raconter, et ensuite ils sont devenus des stars interplanétaires, donc on s'est vu beaucoup moins, parce que quand j'ai commencé, on était en relation directe avec les sportifs. On les voyait à tout instant, on voyageait avec eux, on était dans les mêmes hôtels qu'eux. Maintenant, on ne les voit plus. Ils ont des conseillers en communication, des conseillers judiciaires, des conseillers juridiques. Ils ont toute une panoplie et des agents. Et ça casse le métier. Donc j'ai continué comme ça. Et ensuite, on m'a dit, reste où tu es, t'es bien. Et là aussi, c'est là où il faut encore continuer. On m'a proposé de devenir patron des sports. Si vous voulez changer les choses, à un moment donné, il faut décider des choses. Il ne faut pas simplement les décider. Et c'est se dire, c'est pas pour moi. Moi, ça me suffit d'être reporter. Non, j'ai voulu être reporter, puis après directeur des sports pour faire mes choses à moi. Donc je suis devenu directeur des sports du Parisien en montant tous les échelons. Et en 2009, à ma grande surprise, Canal+ est venu me chercher en me disant « Est-ce que vous voulez être directeur des rédactions sport de Canal ?» J'avais jamais fait de télé. Je n'avais pas les codes. C'était le monde merveilleux de Canal. Et le premier réflexe que j'ai, c'était de me dire « C'est pas pour moi. Ce coup-ci, je vais toucher mon plafond de verre. » J'ai discuté avec les patrons qui m'ont dit « Si on vous prend, c'est pour ce que vous êtes. » Donc, je suis arrivé et on m'a demandé de créer des émissions. Et j'ai créé des émissions qui me ressemblaient, pas ressemblaient aux autres. Donc, j'ai créé
le Canal Football Club, enquête de foot, J+1, avec de l'impertinence, avec de l'enquête, avec une volonté d'expliquer le monde tel qu'il était, non pas tel que le monde que les gens veulent voir. La télévision, c'est un miroir. Et si ce miroir-là, on veut qu'il vous ressemble, il faut que les gens qui soient dans cette télévision vous ressemblent. Et lorsque je suis devenu patron, j'ai décidé de donner la chance à d'autres personnes. Pas aux gens qu'on voit toujours, mais des gens qui ressemblent à la France. Et on va commencer par les femmes. On disait que les femmes, c'était pas à la télévision. On me disait, les femmes sont là, en gros, pour faire joli et rire aux plaisanteries des uns et des autres. Moi, j'ai pris des femmes de caractère, comme il y avait Nathalie Yanetta, mais c'était la seule, comme Marie Portolano ou Astrid Barr. On a dit, les femmes ne peuvent pas parler de football, elles n'ont pas la légitimité. Moi, quand je suis arrivé, les vieux de la vieille, c'était ça. L'idée, c'était d'ouvrir cette porte, de donner cette chance. Ensuite, les émissions. J'ai voulu trouver de la diversité aussi, de donner à mon tour de la chance aux autres. C'est pour ça que j'ai tendu la main à des personnalités comme Karim Benani, que j'avais remarqué sur BFM. Ensuite, dès que je voyais quelqu'un qui arrivait sur le terrain, c'était de l'aider à comprendre et à donner les codes. Je me souviens d'un jour, c'est une chose qui est très importante aussi, il y avait Mohamed Bouafsi, que vous connaissez peut-être, qui était sur RMC, qui vient me voir, qui arrivait de Marseille en me disant « Quel est le premier conseil que vous pouvez me donner ?» Je lui ai dit « Tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles pas Momo. » À l'antenne, tout le monde l'appelait Momo. Quand on diminue votre nom, on vous diminue vous. Imposez votre nom, imposez qui vous êtes, imposez votre culture, imposez vos convictions. Donc je suis resté jusqu'à 2015 à Canal+, en vivant de très belles années, et ensuite je suis passé dans le monde de la production. C'est-à-dire que je faisais une émission sur France Télévisions avec Thomas Touroud qui s'appelait Actuality, et je suis allé à Webedia, dans le monde des influenceurs. Là, j'ai pris une vraie claque, où j'avais l'impression d'avoir monté ma carrière petit à petit, où j'avais un bureau de 70 mètres carrés avec 2 secrétaires, une voiture de fonction et des gens qui me disent bonjour partout. Je suis arrivé à Webedia, au milieu de jeunes de 15 à 25 ans, qui s'appelaient McFly ou Carlito, ou toutes les personnalités que vous connaissez. Donc, Squeezie, toutes ces personnes. Je n'étais plus rien. J'avais un bureau au milieu de tout le monde. Et là, il faut se dire à cet instant-là, ils sont différents, mais s'ils ont des communautés, c'est quelque chose, ils ont quelque chose qu'ils peuvent te donner, qu'ils peuvent t'apporter. Ils m'ont apporté autre chose. Je les ai écoutés, je ne les ai pas regardés du haut de ma pyramide, et eux ne m'ont pas regardé d'en bas. On a échangé tout cela. Je suis resté très peu de temps, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris en me disant que le monde de la télévision, qui était interdit, peut être à tout le monde. Et le monde de l'audiovisuel, qui se traduit aujourd'hui par le digital, vous ouvre aussi des portes. Que vous fassiez de la presse écrite, que vous fassiez du digital ou de la télévision, c'est la même chose. Vous avez le droit à tous à y entrer, avec vos forces. J'y suis resté, et là encore, là où j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir le terrain, on m'a appelé, et là c'était le groupe SFR, pour me dire « Est-ce que ça t'intéresse de remonter la radio RMC, qui perd beaucoup en ce moment au niveau audience, et la marque perd un petit peu de son prestige. » Moi j'aimais RMC parce que je trouvais que RMC c'était la radio du peuple. Comme le Parisien à l'époque, c'était la radio du peuple, la télévision du peuple. Que vous dire, quand moi j'écrivais un papier dans le Parisien, je me disais que dans chaque papier que j'écrivais, il fallait qu'il y ait un mot que je ne connaissais pas. Si ce mot-là, ça permettait à un jeune ou une personne qui le lisait, je vais être un peu caricatural, dans un PMU à la porte de Clignancourt et qu'il avait appris un mot, j'avais réussi ma journée. Si je suis allé à RMC, c'est parce que je pense que c'est une radio qui donne la parole à tout le monde, qui est une radio d'opinion, mais avec un S. Là où il y a plein maintenant de médias où il y a une opinion sans S. Il y a un rapport charnel avec l'auditeur là-bas. Tous les jours, il y a 1000 personnes qui appellent. Donc, dans cette radio-là, on peut donner la chance à tout le monde. C'est là où je continue, moi, de faire mon œuvre et d'ouvrir des portes, de tendre la main aux autres, de dire que tout le monde est possible. Quand Walid Acharchour est à l'antenne, quand on fait venir d'autres personnalités comme lui, parce que ce soit lui, parce que vous entendez devant
devant le micro, mais derrière le micro, il y a plein de jeunes aussi qui arrivent, qui ne s'appellent pas tous avec des patronymes français. Moi, je ne fais pas la différence. Mais à compétence égale, je vais tenter à chaque fois d'aider celui qui n'a pas connu le chemin. C'est des moments très particuliers. Moi, je me souviens d'une maman un jour qui est arrivée dans les couloirs, dans le hall de Canal+. Sa fille était bac plus 6, elle n'avait pas un stage, elle n'arrivait pas. Elle me dit, vous vous appelez comme nous, aidez-moi. Je sais que parfois c'est très compliqué. Parfois vous avez l'impression que ce plafond de verre, on ne peut pas le briser. Mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que ce plafond de verre, le premier qui existe, il est dans votre tête. La plupart du temps, et vos petits frères et vos petits cousins ne savent pas qu'il y a ce chemin-là. Ce chemin-là, il est ouvert à tous. Mais il faut être prêt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois à prendre des chemins de traverse. Il faut être prêt à se dire que ça sera plus long pour nous, que parfois, ça sera humiliant. Parfois, il faut faire semblant de ne pas avoir entendu. Il faut tracer son chemin. Mais si au fond de vous, il y a quelque chose qui brûle, il faut le faire. Parce que si ça ne brûle pas, ça va vous consumer. Et si ça vous consume, ça vous détruit. J'étais un peu long. J'ai vraiment rien à ajouter. Franchement, immense respect, résilience, humilité. Bravo. Merci beaucoup, Karim Nedjari. Je pense qu'on peut l'applaudir. Super témoignage.